Eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass e-commerce. Alors, le programme est alléchant. On va voir comment tout cartonner pour son Q4. Et pour ça, je suis accompagné de Florian, qui est un expert e-commerce. Salut Florian, comment ça va? Salut Yann, ça va super. Trop content de faire ça avec toi. J'espère que les 30 minutes qui vont arriver vont être au top. Bah, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour bien commencer, je voudrais que tu puisses nous expliquer rapidement le type de résultat auquel on peut s'attendre en déployant les méthodes dont tu vas nous parler aujourd'hui. Si tu es OK avec Yes, ça. yes, carrément. Là, encore une fois, l'objectif, c'est pas de revenir sur la totalité du spectre qu'on a fait, parce qu'on va revenir dessus après, mais c'est juste pour vous montrer l'un des résultats qu'on a eu avec nos clients, où on a pu faire plus 9% en 2025 sur le Q4 par rapport à l'année précédente. Mais là où justement on a porté toute la performance de ce Q4, c'est justement sur ce Black Friday, où on a fait plus 58% à offre équivalente. Alors, si on doit retenir 3 points clés, c'est la stratégie qu'on a établie. On a un processus qu'on a formé, une méthodologie bien claire sur laquelle on va revenir. L'apport de la data, qui est un des socles et un des piliers de notre stratégie, avec des bassins d'audience qu'on a travaillé. Encore une fois, on va revenir dessus. Et une des clés sur lesquelles on va beaucoup revenir aussi, c'est la notion d'anticipation. Comment on s'est imprégné de tous les insights qu'on a eu tout au long de l'année et les années précédentes, pour pouvoir justement aller chercher ces résultats. Donc voilà, on a toute la méthodologie et on va revenir dessus pour que vous puissiez vous l'approprier. Trop bien. Donc avant ça, on sait que le Q4, c'est un moment critique pour tous les e-commerçants. Ça peut représenter parfois jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires en fin d'année. Mais en 2026, tu sais aussi, la donne a changé. Ouais. Il y a de l'inflation, de l'instabilité géopolitique, la pression sur le pouvoir d'achat, l'émergence de l'IA dans le shopping. J'ai une question pour toi, Florian. Est-ce que tu penses qu'on peut encore reproduire des performances historiques comme tu viens de nous montrer? Et si oui, par où on commence? Si je le pensais pas, je pense qu'on serait pas là. Mais La j'ai question est un presque peu envie de rhétorique, dire, je te l'accorde. j'ai presque envie de dire au contraire. C'est un peu triste à dire, mais c'est le type de contexte où finalement on a ceux qui le subissent et ceux qui en tirent des opportunités. Et du coup, vraiment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est comment on en tire des opportunités. Donc ouais, j'en suis convaincu. Mais Ok, pour ça, il faut vraiment, on va dire, savoir dans quelle dynamique on joue, quoi. ok. Alors c'est quoi justement les nouvelles dynamiques? En fait, cette dynamique, cette notion d'inflation, de contexte économique sous pression, comme on le met dans le titre, ça forcément amène un budget cadeau à être tiré vers le bas. Il recule de 7% en 2025 par rapport à 2024 et on s'attend pas à faire mieux sur 2026. Et ça a deux conséquences. C'est que 3 Français sur 4 va privilégier l'e-commerce dans ce contexte parce qu'il peut plus facilement comparer, plus facilement préparer. Et ça se confirme, à peu près le même nombre de Français vont chercher activement des solutions pour faire des économies sur leurs cadeaux. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on tire une opportunité de ça pour qu'ils vous choisissent vous plutôt qu'un autre. Ok. Alors justement, c'est quoi les solutions que les Français trouvent pour contrer cette dynamique-là? Une des principales tendances, ça va être justement l'occasion. Alors pas que, bien sûr, on va tirer les promos, mais l'occasion, il s'installe vraiment durablement. C'était une tendance, mais maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on voit quasiment partout chez tous les Français. Un Français sur deux quasiment offre de la seconde main désormais. C'est à peu près la même dynamique pour se l'offrir à soi-même. Et finalement, la notion de coût, on sait que ça coûte 40 à 70% moins cher par rapport au neuf. Donc là, on répond directement à la pression sur le pouvoir d'achat. Donc, il y a aussi la notion d'éco-responsabilité, Ouais, c'est ce que mais j'allais te dire. le prix reste quand même, on va dire, prépondérant dans cette décision d'achat-là. Ok. Et forcément, ce qui vient comme foi, c'est le Black Friday. Ça s'impose comme l'antichambre de Noël. Il y a deux sujets. C'est à peu près 4 Français sur 5 envisagent d'acheter via le Black Friday cette année, donc c'est devenu un incontournable. Mais à peu près le même chiffre utilise cette période justement pour anticiper spécifiquement leur cadeau de Noël. Donc il y a deux dynamiques. Il y a à la fois s'offrir à soi-même sur cette période de Black Friday, mais aussi anticiper, offrir à ses proches. Et donc là, c'est sur ces deux dynamiques qu'il faut savoir jouer. C'est vrai qu'on reçoit de plus en plus tôt les demandes de liste de cadeaux de Noël pour les enfants, soit justement, effectivement, comme tu dis, pour anticiper le Black Friday,
ou même pour l'acheter de seconde main, parce que sur le Bon Coin, il faut avoir le temps de faire les recherches, de prendre contact, etc. Donc, Et même par rapport au catalogue, le Black Friday arrive tard désormais, parce que les catalogues, tu les reçois maintenant, fin septembre, début octobre. Donc, ouais. mais pour le coup, ça rejoint cette dynamique de se dire que ça vient beaucoup plus en amont en termes calendaires. C'est qu'il y a des nouvelles pratiques aussi, telles que l'IA. Un Français sur 5 envisage de confier ses achats à une IA, et c'est un chiffre qui monte à 40% quand on est chez les moins de 35 ans. Ça rejoint vraiment cette notion de je me prépare avant toute cette période un peu forte. Et ça se confirme déjà dans les années précédentes. À peu près un Français sur 3 achète ou ont déjà acheté en utilisant l'IA pour leurs courses de fête, etc. Donc, c'est déjà ancré dans les habitudes d'achat. Donc, on va beaucoup parler de paid media en termes d'activation, mais finalement, ce socle SEO qui va amener une stratégie des géo en parallèle, ça devient presque un incontournable de par les nouvelles actualités qu'on a eues aussi récemment, les IA Overview, etc. Donc, qui arrive ça bientôt. devient indispensable dans le parcours. Carrément. Et donc là, tu viens de nous montrer des chiffres marquants, donc le budget cadeau en baisse, l'explosion de la seconde main, le rôle clé de l'IA et du coup de la stratégie géo qu'il faut déployer. Mais du coup, face à ce consommateur qui cherche activement à faire des économies, pour un e-commerçant, on pourrait être tenté naturellement de brader ses prix pour essayer de faire du volume de vente. Ouais. Et est-ce que dans le modèle économique, ça tient? Comment est-ce qu'on peut essayer de lutter contre ça pour préserver ses marges? Je comprends. Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. C'est vraiment une Pas réponse. vendéen, toi? Et si, mais bon, malheureusement, je suis obligé de le faire. Non, ce qui est hyper important, et ça, c'est un prérequis, c'est bien connaître votre business en amont. Pour moi, si on veut simplifier les choses, il y a 2 modèles. Il y a le modèle one shot, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de récurrence d'achat. C'est-à-dire que vous avez une notion où vous devez absolument avoir une rentabilité immédiate sur l'achat qui va se faire pendant le Q4 ou pendant le Black Friday. Donc là, c'est hyper important de connaître vos marges et surtout à partir de quel seuil le bénéfice est supportable pour vous. Et surtout, ne pas penser à seulement bénéfice par produit, mais bénéfice global, c'est-à-dire que vous êtes prêt potentiellement à baisser votre bénéfice de 5% par produit, mais ça va potentiellement drastiquement augmenter votre volume de vente et donc mécaniquement augmenter votre bénéfice global. Donc, c'est la jauge à avoir en tête et surtout, il faut pouvoir le monitorer de façon quasiment journalière durant la Black Week. Mais par contre, il y a un deuxième modèle qui peut potentiellement être plus vertueux, c'est un modèle où vous avez beaucoup de récurrence d'achat. Avec plusieurs clients, certains pensent qu'ils sont dans le premier modèle, one shot, mais quand on analyse leur historique de commande sur les 3 dernières années, on remarque que finalement, il y a certains segments de clients qui sont des clients récurrents. Et donc, il faut réussir à maximiser cette acquisition durant cette période sur ce volume de clients. Et en fait, ça nous permet potentiellement d'être déficitaire sur la première commande, mais par contre de travailler une récurrence sur l'année qui suit pour pouvoir justement gagner en rentabilité à partir de la 2e, de la 3e et de la 4e commande. Donc finalement, c'est des métriques qui seront différentes entre les deux modèles, mais pour ça, il faut le connaître, votre modèle, et analyser votre donnée client en amont. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On choisit le profil, le volume. Je pense que je vais me répéter pour le coup. On peut presque avoir la notion des deux. Sur le premier modèle, il faut aller chercher du profit, surtout si votre lifetime value elle est faible, vous avez très peu de récurrence. Par contre, ça ne vous empêche pas d'aller chercher du volume si justement cette notion de promotion vous permet d'aller chercher cette notion d'attractivité et donc d'aller chercher plus de volume de vente. Par contre, le volume, vous irez forcément beaucoup plus le chercher, peut-être pas en termes de volume de chiffre d'affaires, mais en volume de nouveaux clients, dès lors que vous êtes sur un modèle où vous avez beaucoup de réachats. Et C'est donc, peut-être ça le switch entre les deux stratégies. C'est le volume, oui, mais soit d'achat, soit de nouveaux clients. Ouais, c'est là où les deux modèles diffèrent. Si on a une très forte LTV, alors ça ne veut pas dire qu'il faut brader nos prix pour aller acquérir des nouveaux acheteurs parce qu'on a une bonne LTV, parce que le risque, c'est d'acquérir des nouveaux clients qui soient très promophiles et en fait, vous n'allez pas réussir à les fidéliser. Et donc, c'est ça qui est hyper important sur les années précédentes à analyser, c'est
quand vous avez recruté des nouveaux clients en période de Black Friday ou de Q4, est-ce que vous arrivez à aussi bien les fidéliser que les autres clients que vous avez eu durant tout le long de l'année, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est ça qui va faire la différence. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres quêtes, j'ai envie de dire, durant cette période-là. D'ailleurs, qu'il y a le profit. Ouais, c'est ça. Il y a le profit, il y a le volume, mais vous pouvez aussi en profiter pour voir d'autres choses. La notion de déstockage, où vous avez potentiellement des stocks dormants qui sont hyper coûteux, c'est l'occasion aussi de les liquider. Et ça, c'est un potentiel d'argent gagné hyper fort. Mais c'est aussi un bon moyen, durant le Q4, de booster un petit peu votre panier moyen, de ne pas être uniquement dans la notion de promo en tant que telle, imposer des offres, des types bundles, sachant que vous allez aller chercher des nouveaux clients, donc qui découvrent votre marque. Les bundles sont hyper prépondérants sur ce type de clientèle. Donc voilà, il faut aussi pas voir que la notion globale, mais aussi aller dans le spécifique. Et pour ça, il faut une gestion chirurgicale. Du coup, c'est la notion de préparation dont on a parlé en amont, en fait, les métriques à avoir en tête. Alors, on parle de MER, donc le Marketing Efficiency Ratio, c'est la part entre le chiffre d'affaires global généré et votre budget marketing, c'est votre lifetime value. Idéalement, ne pas voir votre LTV à plus d'un an, parce que après, vous allez avoir des soucis de trésorerie. Donc, la marge contributive, elle est aussi hyper importante. Tout ça, c'est à ne pas sous-estimer parce que ça va vraiment être le socle. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre derrière de rentrer dans une phase d'audit, justement, avant d'investir. C'est une fois qu'on a toutes ces métriques en tête, comment est-ce qu'on va pouvoir définir un peu nos projections de performance par jour, etc. Et après, en fonction de ça, c'est vraiment comment on va travailler à la pression commerciale en fonction de ces métriques-là. Je prends un exemple sur le cas que je vous ai donné en tout début. Sur le jour du Black Friday, on a ajusté nos budgets 5 fois dans la journée. Et c'est justement cette préparation qui nous permet d'être chirurgical au jour J. Ouais, c'est ça. C'est vu que la période est hyper serrée et hyper stratégique parce que ça représente une grosse partie du chiffre d'affaires. On ne peut pas improviser le moment venu en disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut vraiment avoir préparé les scénarios et être prêt à réagir hyper vite, quoi. Ouais, préparer les scénarios et on va le voir aussi, préparer la manière dont on chauffe un peu toute cette clientèle. Ok, donc on a bien compris l'importance, calculer son MER, l'impact mécanique sur le CAC, etc. Mais maintenant qu'on a posé justement ces équations financières sur la table, il va bien falloir attirer le client. Donc là, on entre dans le nerf de la guerre avec cette notion d'offre et de créa finalement. Comment est-ce que tu vas attirer l'attention de tes prospects? Exactement. Et la notion d'offre irrésistible. Et en fait, on a tendance à vouloir faire les meilleures offres, les plus sophistiquées possibles. Et en fait, c'est un peu tout l'inverse qu'il faut faire. Quand on parle d'offre irrésistible, c'est l'offre qui va être la plus facilement compréhensible par le client. Et en fait, la première métrique et l'argument numéro 1, c'est le prix. Et il doit voir très rapidement l'impact sur le prix de l'offre. Alors, sans oublier, encore une fois, les métriques de marge et de LTV, etc. Mais la promo frontale fonctionne super bien. L'offre bundle qui permet de voir l'économie générée aussi fonctionne très bien. Et forcément, acheter un gratuit fonctionne très bien aussi. L'idée, nous, c'est vraiment de simplifier au maximum l'offre, mais c'est comment est-ce qu'on va la séquencer en amont et la manière dont on va la présenter en amont qui va justement faire la différence. Okay. Et là, pour ça, si tu parlais de créa en introduction, et c'est ça vraiment qui fait la différence selon nous. Et encore une fois, il ne faut pas réinventer la roue à ce moment-là. Vous avez probablement travaillé beaucoup de campagnes ou alors vous avez travaillé votre stratégie créative en fil rouge tout au long de l'année. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'identifier quels ont été vos top performers sur les 12 derniers mois, que ce soit en termes de format, en termes de hook, de produits travaillés, et que finalement, c'est l'aspect promotionnel qui va faire la différence au moment du Q4. Donc vraiment, on est dans une dynamique où il faut limiter les tests sur cette partie-là, parce que c'est pas ça qui va créer la différence. Pourquoi? Parce que finalement, sur cette période-là, c'est là où les coûts de diffusion sont les plus chers à l'année, et c'est vraiment pas le moment de tester des nouvelles choses. Donc, on va dire, prenez ce qui a fonctionné et essayez de maximiser le budget là-dessus, quoi. Ouais, c'est pas le moment de lancer des tests, quoi. Exactement. Ok. Et donc, pour voir ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on peut
justement essayer de travailler ça? En fait, nous, ce qu'on veut, au-delà de juste travailler la créa, etc., c'est comment est-ce qu'on va faire travailler ensemble la créa et les mécanismes psychologiques qu'on peut activer pour aller à l'achat. Il y a cette notion d'urgence, ce qu'on appelle le FOMO. Et donc, comment est-ce qu'on essaie d'activer l'achat en tant que tel? On vous a mis un exemple sur un de nos clients ici, où justement on a activé la notion de timeline qui justement amène le sentiment d'urgence et ça nous a permis d'aller chercher plus 6% d'ajout au panier et un taux de conversion qui fait plus 24% par rapport au week-end précédent. Donc on peut voir vraiment que sur une jauge de temps hyper faible, on arrive à aller chercher des métriques super intéressantes. Mais après, bon, il y a d'autres mécanismes qu'on peut utiliser, hein. La notion de rareté, avec le nombre d'articles qui sont disponibles. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est la clarté visuelle. Là, si on va vraiment dans le détail, mais c'est essayer d'amener quelque chose d'assez différenciant par rapport à votre direction artistique habituelle pour que, on perçoive vraiment l'offre exceptionnelle qu'on peut avoir sur le moment. Et en fait, ça va être un ajustement entre la créa qu'on va opérer, l'offre qu'on va pouvoir percevoir sur le site. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir si une créa fonctionne bien et si derrière une offre fonctionne bien. Ouais, c'est ça. C'est la cohérence de toute la chaîne de valeur qui doit être. Exactement. En fait, c'est assez simple si on parle marketing classique. Hein. C'est juste, faut que votre prospect soit pas perdu en tant que tel et sur les différents points de contact qu'il peut avoir. Ouais, c'est ça. D'autant que c'est une période où il est hyper sollicité d'un point de vue publicitaire. Donc, s'il comprend pas, il va aller voir chez un concurrent, quoi. Ouais, et j'ajoute une stat qu'on n'a pas forcément mis dans cette présentation, mais c'est une donnée qui est sortie il y a pas longtemps. Il y a 84% des personnes qui, quand ils arrivent dans leur intention d'achat, ont déjà leur marque en tête. Donc, en fait, tout ce que vous allez travailler avec la créa en amont, où il identifie votre marque, etc., c'est ça qui va permettre, une fois qu'il arrive sur le site, d'avoir juste des notions de réassurance. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ces mécanismes d'achat aussi. C'est pas tant de le convaincre d'acheter chez vous, parce que normalement, sur cette période-là, s'il vient sur votre site, il est déjà convaincu. C'est juste le petit truc en plus qui va faire qu'il va acheter. OK. Alors du coup, on va voir comment on peut orchestrer ça parce que tu nous dis, tu vois, l'utilisation du FOMO, l'urgence, la clarté visuelle, ça c'est des excellents leviers psychologiques. Mais finalement, la bonne offre, mais lancée au mauvais moment, c'est une offre qui n'a pas marché. Donc on voit trop souvent, hein, c'est ce qu'on se disait en préparation, trop souvent des marques qui commencent à communiquer sur le Black Friday uniquement à la mi-novembre, tu vois, quand ça va commencer. Ce qui pour nous est un peu tard, mais du coup, c'est quoi le timing parfait? Comment on s'articule ton plan de bataille en 4 phases, comme tu vas nous le présenter? Ouais, mais c'est un peu contre-intuitif au départ parce qu'on parle d'une Black Week, mais finalement, si on regarde cette timeline, c'est presque la moitié de notre année en termes d'orchestration calendaire. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va apprendre chaque étape ensuite, mais il y a vraiment une notion de en amont, septembre, octobre. On voit même maintenant des marques qui commencent dès août. On va dire que c'est les marques les plus matures sur le sujet, où on va vraiment travailler à la fois réchauffer la base client, mais aussi beaucoup aller connecter de la data et des leads en spécifique. Donc là, on va vraiment travailler sur l'enrichissement de notre base de données pour qu'une fois qu'on arrive sur le moment clé qui est la Black Week, de les contacter, de les réchauffer, de leur mettre les offres en exclusivité potentiellement. Une fois qu'on a fini la Black Week, on entre un peu dans ce sprint de Noël, on rentre dans une dynamique un peu différente d'offrir. On est dans une logique d'achat cadeau, mais aussi une notion de réactivité parce qu'on a besoin d'aller vite. À lancer, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, il y a une notion de Q5 qui est arrivée ces dernières années où il faut surfer sur cette période. On a plutôt tendance à dire que c'est des mois calmes, mais en fait, c'est une super période au même titre qu'en amont de la Black Week pour retravailler vos audiences. Donc, l'idée, c'est qu'on rentre un peu dans le détail de chacune. Allez, c'est parti. Du coup, avec la phase 1. Ouais, la base 1, à chaque fois, il y a une petite métrique qui permet ça, mais l'idée, c'est de se dire, encore une fois, à peu près 4 Français sur 5 planifient à l'avance leur achat au Black Friday. Et du coup, on sait que les coûts de diffusion sont hyper forts sur la période du Black Friday, donc ça vaut le coup de travailler cette phase en amont. Et il y a, on va dire, deux sujets.
notamment quand vous êtes dans un business model one shot, une base client que vous devez réactiver, elle est plutôt intéressante parce que c'est une audience qui a déjà acheté en amont et qui connaît votre marque, etc. Même sur un business model récurrent, finalement, c'est aussi intéressant parce que c'est un nouveau point de contact supplémentaire avec votre clientèle. Donc ça, c'est un gros moyen de réactiver votre base client. Mais aussi, il y a la mécanique de lead gen. Et là, c'est notamment pour essayer d'acquérir des nouveaux clients qu'on va réussir à fidéliser pour plus tard. Et en fait, ça nous permet quoi? Ça nous permet de les embaser, de travailler ensuite une stratégie PRM où on va finalement les solliciter plusieurs fois avant la Black Week pour que quand on arrive dans cette phase de Black Week, ils nous connaissent déjà, ils savent déjà quel produit ils veulent acheter et ils ont à ce moment-là la bonne offre pour les Ils n'ont transformer. plus qu'à sortir la CV pour passer à l'action. OK. Exactement. Donc ça, c'est la phase 1. Et en fait, c'est une anticipation qu'on a dès septembre. Généralement, nous, comme on les matérialise avec nos clients, on a un cost cible tout au long de l'année. Mais en fait, ce cost, en fonction de la période, on peut le faire travailler. On peut se dire que le cost, sur la période de septembre-octobre, on essaye de faire en sorte qu'il soit plus haut pour qu'on accepte pendant le Black Friday d'avoir un cost plus faible. Mais on peut aussi le voir d'une manière différente, où sur la période de septembre-octobre, on accepte de faire beaucoup d'acquisitions de leads et pas d'achats sur cette période-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un retour sur investissement direct pour booster la rentabilité durant la Black Week parce que finalement, c'est nos scénarios PRM qui vont faire la différence. Donc tout ça, ça dépend de comment on matérialise le séquençage avec les clients et en fonction du business model. OK. Ouais, donc c'est vraiment là, pour le coup, même anticiper son modèle économique, changer son modèle économique en amont pour pouvoir accélérer le vrai modèle pendant le… Ouais. Et là, je le répéterai jamais assez, mais du coup, c'est les métriques de départ qui font foi, quoi. Donc la préparation qui est importante. OK. Et donc ensuite, on enchaîne sur la phase 2. Ouais, on enchaîne sur la phase 2 où 20% des intentions d'achat du Q4 se concentrent sur ces 10 jours clés autour de Black Friday. On parle bien des 20% d'intentions d'achat. En réalité, si on regarde les achats, c'est beaucoup plus. Mais en fait, c'est une période hyper stratégique parce que c'est là où on va justement essayer de différencier nos offres et définir vraiment les budgets d'ads entre le lancement VIP, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on aura pu travailler en amont. L'idée, c'est de leur offrir quelque chose en plus par rapport à ceux qui arriveront après. Après, ensuite, d'arriver sur un Black Friday où on a une offre beaucoup plus agressive et un Cyber Monday où on est vraiment sur le cadeau, le fin de stock spécifique qui vient de permettre de travailler tout le tunnel de ces 10 jours, quoi. Et c'est là où la réactivation CRM, elle est hyper importante. On les aura potentiellement aussi travaillés via le paid. Mais c'est finalement, si on regarde le Black Friday, c'est à peu près 40% du CA qui sont faits sur des bases clients déjà existantes. Donc, il ne faut surtout pas les oublier justement pour maximiser le retour sur investissement global de l'opération. OK. Très clair. Et après le Black Friday, on rentre dans cette phase des achats cadeaux. Et finalement, nous, ce qu'on a remarqué, bien sûr, ça dépend des marchés, mais que c'est quasiment la moitié des achats se fait sur cette période-là. Beaucoup, on va dire, de retardataires, même si selon moi, au 1er décembre, on est loin d'être retardataire, mais c'est tout à chacun. Et là, c'est vraiment le mois où on n'achète plus pour soi, mais pour les autres. Ce qui fait que dans la notion de créa, dont on a parlé au-dessus, on change complètement aussi de dynamique. Et les angles créatifs sont plus les mêmes, on cible différemment. Et là, on va aussi pas du tout travailler les mêmes notions de réassurance. On va beaucoup plus travailler sur la rapidité de livraison, les cartes cadeaux potentielles. Donc, on ne veut pas dupliquer la stratégie qu'on a eue pendant la Black Week sur cette période-là. C'est la principale erreur, sachant que les coûts de diffusion sont pas si intéressants que ça non plus sur cette période-là. Puis comme tu dis, l'optique du consommateur a changé, donc on ne peut pas lui servir les mêmes messages. Il n'a pas les mêmes attentes, donc les mêmes besoins. Donc, il faut s'adapter. OK. Et la période trop souvent oubliée, c'est le Q5, où finalement les dépenses sont légèrement, enfin pas légèrement, sont complètement inférieures par rapport à ce qu'on peut avoir au Black Friday. Donc les coûts de diffusion sont forcément beaucoup plus intéressants et c'est vraiment le moment idéal pour cibler les déçus de Noël. Vous avez eu un cadeau qui vous a pas plu de votre tante, et c'est
c'est le moment de le remplacer, de Ça sent trouver le vécu. Ou les cartes cadeaux aussi, qu'on peut aussi dépenser à ce moment-là, si on a reçu des cartes cadeaux. Exactement, je pensais aux étrennes qu'on a eu étrennes. aussi. Voilà, c'est tout ce mécanisme-là. C'est hyper important d'être présent et c'est ce qui va venir un peu terminer cette période jusqu'à fin janvier, on va dire, quoi. Et là, encore une fois, c'est bien regarder vos métriques de façon journalière pour savoir au moment où il faut un peu stopper cette dynamique. Ok, très clair. Donc maintenant qu'on a la stratégie macro, la finance, l'offre, le calendrier, je te propose qu'on rentre donc on soulève le capot, qu'on rentre dans la salle des machines, Ouais. et qu'on se parle plus d'exécution là, un peu plus sur le plan tactique, sur Meta, sur Google, sur le site. Mm. Comment tu orchestres justement du coup ces budgets-là pour on l'a vu, hein, les CPM peuvent vraiment, enfin les coûts publicitaires peuvent vraiment exploser à ce moment-là. Donc comment est-ce que tactiquement on essaye de faire notre trou là-dedans? Ouais, bah, l'idée, c'est que chaque levier a un peu son rôle dedans, avec, on va dire, Meta en fer de lance. Meta, c'est le levier qui va vous faire découvrir en phase amont dont on a parlé, qui va aussi réussir à travailler via la créa des éléments de réassurance, etc., pour que quand on arrive dans la phase critique, on ait déjà fait le travail. Donc, ça nécessite que le fil rouge soit toujours là pour amener de la performance. Maintenez actives vos publicités annuelles qui ont été fortes. C'est la promotion et les créas qui vont décupler les performances. Là où habituellement, alors encore une fois, c'est très macro, hein, en fonction des marchés, des business models, on n'est pas forcément à 70% acquisition et 30% retargeting. Mais quand on va dire de façon macro, c'est ce que ça peut être. Là, on va plus être sur une dynamique à 50% à recibler vos prospects, notamment durant cette phase de Black Week, parce que justement, on les aura travaillés en amont. Et on ne l'oublie pas, c'est la notion de rétention. Ce que vous avez peut-être pas durant votre année ou en fil rouge, c'est une campagne de fidélisation. Pour contrer justement la surcharge des boîtes mail qu'il peut y avoir, ça vaut le coup d'aller chercher vos clients aussi via le paid. Alors bien sûr avec un budget moindre, mais voilà, pour éviter de les saturer d'autres mails sur le sujet. Ouais, et pour émerger, quoi. Pour Ouais, émerger, exactement. ça me Ouais, fait c'est avoir ça. un bon souvenir, quoi. Ok. Émerger et se faire remarquer, quoi, aussi. Et en fait, ce qui permet après à Google de vivre, j'aime bien dire que Meta, c'est le levier de croissance et Google, c'est le support de vente, quoi. Et le flux est hyper important dans ce contexte-là, parce que shopping va faire foi. Donc, le flux, le produit, ça va vraiment être 90% du succès. Il doit vraiment être parfaitement configuré. Donc, pour ça, il y a plein de choses à mettre en place. Je parle de paramétrage à droite avec les notions de promotion qui doivent arriver, avec les prix barrés, faire en sorte que vos avis soient au carré et remontent bien dans votre flux. Tout ça, ça peut paraître être des prérequis, mais c'est ce qui va faire la différence. Et surtout, votre flux, il doit, selon moi, être dynamique en termes de campagne. C'est-à-dire qu'on doit vraiment maintenir la visibilité sur vos best-sellers. Donc, votre structure de campagne doit avoir une campagne dédiée best-seller. Et dès lors qu'on voit qu'un produit fonctionne bien, il doit automatiquement aller dans cette campagne-là. Donc ça, c'est des paramétrages spécifiques, mais c'est hyper important sur des timings assez critiques. Ouais, carrément. Mais ça, c'est des leviers, on va dire, externes. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on évite toute friction sur le site de par les coûts qu'on peut avoir. Donc, les frictions, ils peuvent à la fois être sur l'expérience en tant que telle, mais finalement, le code promo complexe, il est à bannir, comme je l'avais dit en amont. Il faut qu'on ait une remise directement appliquée au panier. Il y a une nécessité absolue de faire face au recul du budget moyen et donc préserver le pouvoir d'achat immédiat, notamment si vous avez des prix qui sont assez élevés. Donc, le paiement fractionné avec des solutions comme Klarna, Alma, il en existe plein, c'est hyper intéressant. Et après, la notion de disponibilité produit. Faut pas hésiter, à mon sens, notamment en phase amont, de travailler la précommande. Ça vous permet aussi d'anticiper des potentiels besoins de stock et d'éviter au maximum les ruptures au moment où vous arrivez dans la période charnière. Ouais. Et c'est vraiment dans l'optique de se dire, je mets du carburant dans mon réservoir. Si mon réservoir il a un trou percé, ça fait mal, quoi. Donc, ouais. Surtout que ce carburant-là, il vaut très très cher à ce moment-là. Exactement, ouais. Et c'est pile dans la dynamique du moment pour le coup. Et donc, si tu devais résumer, nous donner les 3 règles d'or pour réussir le Q4.
Bah, pour le coup, je pense que je vais un petit peu me répéter, mais pour moi, la data, elle est centrale, à la fois dans l'analyse de performance, mais aussi dans l'utilisation qu'on peut en faire pour aller chercher de la performance. Donc, réchauffer votre base de données, mais aussi l'alimenter. Et ça passe alors sur des petits paramétrages, hein, mais exclure et inclure vos clients en fonction de l'objectif des campagnes. Alors, sur un méta, c'est beaucoup la créa. Je le mets derrière qui va faire foi, mais ça vaut le coup quand même d'avoir des paramétrages qui nous permettent de bien orienter les choses. Donc, la créa, forcément, elle va être hyper importante et c'est ça qui va faire, on va dire, la différence en amont du Black Friday. Et ben, je viens juste d'en parler, mais data, créa et derrière conversion pour maximiser tout le travail qu'on aura fait à l'extérieur de votre site pour faire en sorte que on maximise le retour sur investissement. Ouais, clairement. Donc, ce que je retiens, moi, c'est qu'effectivement, il faut essayer au maximum d'avoir un parcours sans couture et de pouvoir aussi nourrir les algorithmes, Ouais. finalement. Et ça, tu peux nous en dire un petit peu plus sur notre petite solution interne pour booster ça? Ouais, en fait, nous, on s'est beaucoup spécialisé sur l'exploitation de la data chez Humans à ce sens-là, et on pourra avoir, on va dire, une solution typique de j'exploite la donnée client que j'intègre dans les plateformes et je l'exploite telle quelle. En réalité, dans beaucoup de cas d'usage, ce qu'on a remarqué, c'est que la donnée client, elle n'est pas tout le temps propre, et c'est normal en fonction de ce qu'on a pu opérer. Donc, nous, on a mis en place une solution qui s'appelle Data Ads, où dans un premier temps, on va nettoyer cette donnée, faire en sorte que tout soit dédupliqué, que tout soit, on va dire, propre. Ensuite, là, c'est ce qui fait la différence, selon nous, c'est qu'on va l'amplifier via une base de données qui s'appelle Profilia. Donc, c'est une base de données dont on est propriétaire chez Human, c'est MV Group, qui représente quasiment 100% des consommateurs français aujourd'hui. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de matcher votre donnée et celle que l'on a dans notre base de données pour faire en sorte que tous les critères importants pour les plateformes, donc on va dire email, téléphone, nom, prénom, soient le plus propre possible et la plus à jour possible. Et ça Pour permet essayer de matcher au maximum, du coup, la reconnaissance des algorithmes. exactement. L'idée, c'est À reconnaître qu'on se vos rapproche au maximum de 100% de taux de matching. Alors, c'est pas le cas sur tous les clients, évidemment, en fonction de la volumétrie de votre base de données. Mais en gros, c'est ça qui va nous permettre d'aller chercher une meilleure qualité d'audience. Et derrière, surtout, ce qu'on fait dans cette solution, c'est qu'on essaye de travailler une segmentation. Et en fait, cette segmentation, elle nous permet quoi? C'est qu'aussi dans ces audiences, on va lui permettre de dire, voilà, quels sont les types de meilleurs clients qu'on a chez nous. Essayons d'aller chercher des audiences qui sont similaires, ou alors, dans cette dynamique de recibler nos clients, juste de les recibler eux-mêmes, quoi. Ouais. Ça, notamment sur un levier Google Ads, c'est hyper fort. Encore une fois, Meta, il y a la notion de créa qu'il faut absolument pas oublier et qui est, on va dire, le critère prioritaire. Mais en fait, c'est ce qui nous permet de dupliquer la performance, quoi. Ouais, carrément. Cette notion de data dont tu parlais. Ouais, exactement. Ok, trop bien. Merci beaucoup, Flo, pour tout ça, pour cette feuille de route qui, je pense, est plutôt claire. Donc, moi, si je dois résumer les trois règles d'or, ça va être du coup anticiper et réchauffer sa data dès la rentrée. Ça va être de capitaliser sur ses meilleurs assets créa et d'optimiser l'UX de son site pour finalement éliminer toute friction. Comme tu parlais, par exemple, le paiement fractionné, ça, je pense que c'est un bon point. Et donc, si on met ça en place, déjà, on se donne de meilleures chances de réussir son Q4. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner pour vraiment tout exploser? Ouais, en fait, là, on parle vraiment de la mécanique qu'on opère de septembre à Q5, hein, pour dire c'est quoi les règles d'or ou les clés. Moi, j'en vois une même en amont de ça. Et je pense que je l'ai beaucoup dit, mais c'est la notion d'anticipation. Là, quand on tourne ça ensemble, on est le 7 juillet. En l'occurrence, on n'est pas en retard, mais presque. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut se poser maintenant. On en profite un peu des congés d'été où on est un peu moins sollicité pour le mettre en place. Donc, mon vrai conseil, c'est de se poser sur ce sujet-là, bien travailler ses métriques dans un premier temps. Je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est hyper important.
Euh, donc, j'en profite, hein, mais si vous avez besoin qu'on échange dessus, bien sûr, moi, je suis disponible, je suis disponible, pardon. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de vous donner un petit peu de guidelines supplémentaires en fonction de votre marché, de votre business model, et puis voir comment on peut vous aider. Ouais, et puis voir comment, avec la data qui est à dispo, ce qu'on peut déjà faire. Ouais, ça, c'est des Ouais, choses aussi intéressantes à regarder. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Florian. Moi, j'ai passé un bon moment et c'était top, j'ai merci. appris plein de choses, donc c'est top. Cool, merci Yann. Allez, à bientôt. Salut.